Droit spécial, recul du droit spécial, émergence de droits spéciaux. Assiste-t-on à l'émergence d'un droit spécial des sociétés en difficulté? Alors, en réalité, très longtemps, le droit des entreprises en difficulté, que l'on dit impérialiste, a respecté scrupuleusement le droit des sociétés, à la virgule près. À tel point que, si vous reprenez les mélanges offert à Philippe Merle en 2013, c'est pas très ancien, vous verrez qu'un auteur a eu l'heureuse idée d'écrire un article intitulé « L'introuvable droit des sociétés en difficulté » il y a 4 ans. Et je peux vous dire que l'auteur a cherché longuement pour trouver quelques broutilles de ci, de là, mais il a conclu que le droit des sociétés en difficulté n'existait pas. 4 ans plus tard, le même auteur est devant vous, pour vous dire très exactement le contraire de ce qu'il a écrit il y a 4 ans. Pourtant, j'insiste, à l'époque, j'avais raison. Il n'existait aucune dérogation ou aménagement du droit des sociétés en droit des entreprises en difficulté. Quelques broutilles, certes, dans le cadre d'un plan de continuation, par exemple, le tribunal pouvait prévoir le remplacement d'un dirigeant. Oui, enfin, il pouvait prévoir le remplacement d'un dirigeant, il pouvait juste le proposer et conditionner l'adoption du plan au remplacement, mais encore fallait-il ensuite que les assemblées générales le votent. La règle existe toujours aujourd'hui, elle est applicable en redressement judiciaire, on ne peut pas parler de droit des sociétés en difficulté, c'est un petit aménagement. On a vu quelques modifications également. Est-ce que la société doit conserver sa personnalité morale en liquidation judiciaire ou pas? Alors maintenant, elle conserve sa personnalité morale, peut même survivre à la liquidation judiciaire lorsqu'il y a clôture pour extinction du passif. C'est assez étonnant quand on y réfléchit. On a une société en liquidation judiciaire qui est dessaisie, mais qui vit avec des dirigeants qui ont des pouvoirs pour exercer ses droits propres. Pourquoi pas, là encore? On est dans de la dérogation, dans de l'aménagement. L'ordonnance du 12 mars 2014 commence à avancer un petit peu sur ce terrain de droit spécial. Alors on décide désormais que le jugement d'ouverture de la procédure rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social au jour de jugement d'ouverture. La règle existait en liquidation, elle est étendue au redressement judiciaire et à la sauvegarde. On pourrait également citer l'exemple, la possibilité de convertir les créances en capital lors de l'adoption d'un plan de continuation. Mais là encore, on respecte le droit commun des sociétés, parce que c'est bien beau de prévoir la conversion, encore faudra-t-il que les assemblées générales acceptent de voter la modification du capital social. Bref, on tourne en rond. Alors, ces innovations sont assez timides en définitive, et c'est la célèbre loi qui porte aujourd'hui le nom de notre président, la loi Macron du 6 août 2015, qui a fait passer mon article dans l'histoire du droit. Désormais, en effet, pour vaincre le refus des assemblées d'actionnaires, eh bien, on peut aller jusqu'à la cession forcée des actions. Et je dis bien forcée, ça veut dire qu'on les force à céder leurs actions. Alors, je vous rassure, c'est entouré de garanties, ça ne s'applique qu'en redressement judiciaire, aux grandes entreprises, aux entreprises dominantes, nous dit-on. Il faut que la cessation d'activité de l'entreprise cause un trouble grave à l'économie nationale ou régionale. Il faut que ça soit la solution ultime, la seule possible. Bref, et puis des précautions diverses et variées pour protéger, en grosso modo, les actionnaires sortants, les actionnaires entrants, les actionnaires minoritaires qui vont pouvoir exercer leur droit de retrait. Donc quand on regarde bien, on se dit, bon, ça va être quand même très compliqué à mettre en œuvre. Certains praticiens disent, on va le mettre en œuvre 1 ou 2 fois par an, dans le meilleur des cas. Il n'empêche d'abord que c'est un levier extrêmement fort, et il n'empêche également que c'est l'émergence, me semble-t-il, d'un droit des sociétés en difficulté, parce que là, on va véritablement remettre en cause le droit commun des sociétés, et de quelle manière. Alors, pourquoi cette émergence? Parce que c'est ça la véritable question. Pourquoi? Parce qu'en définitive, il est apparu que le droit des sociétés était inadapté lorsqu'une entreprise est en procédure collective. Inadapté à quel niveau? Eh bien, c'est simple. On demande des efforts à tout le monde, aux créanciers, bien sûr, aux salariés d'une certaine manière, puisqu'on va souvent procéder à des licenciements dans le cadre d'un plan de continuation et a fortiori dans un plan de cession. Que demande-t-on dans un plan de continuation aux actionnaires? Oh, quelques efforts, s'ils veulent bien, et s'ils ne veulent pas, eh bien, ils n'en feront pas. Et c'est un peu ennuyeux, parce que si le plan de continuation
réussi, parce que ce sont quand même les grands gagnants. Donc en réalité, l'objectif, après on peut en discuter longuement, c'est au cas par cas, etc., mais l'objectif c'est d'essayer de trouver un équilibre et non pas d'évincer les actionnaires, mais d'essayer de dire que les actionnaires, eux aussi, qui sont quand même actionnaires d'une entreprise qui vaut plus grand-chose a priori ou qui est quand même en grande difficulté, doivent à minima éviter de bloquer le redressement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on fait des reprises internes, c'est-à-dire on a parfois des repreneurs qui viennent racheter les actions, monter au capital. Il ne faut pas qu'un actionnaire puisse bloquer cette reprise, et puis doivent également, éventuellement, le cas échéant, prendre quelques pertes. Alors, voilà ce mouvement aujourd'hui qui, à mon sens, manifeste l'émergence d'un droit spécial. C'est pas simplement écarter ou aménager le droit des sociétés. Et ça n'est, si j'ose dire, qu'un début. Ce matin, le directeur des affaires civiles et du Sceau évoquait brièvement un projet de directive d'harmonisation des droits de l'insolvabilité dans l'Union européenne. Alors, on y reviendra, mais quand on prend ce projet de directive aujourd'hui, il prévoit de mettre en place des dispositifs pour éviter que les actionnaires puissent, de façon déraisonnable, nous dit le texte, empêcher l'adoption ou la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui permettrait de rétablir la viabilité de l'entreprise concernée. Eh bien, nous y voilà. C'est bien du droit des sociétés en difficulté. Vous me direz, dormons tranquilles, nous sommes en avance en droit interne, puisque le dispositif que je viens de vous présenter répond à peu près à cette demande de la directive. Oui, sauf qu'il s'appliquerait, ce texte européen, lorsqu'une probabilité d'insolvabilité existe, et je cite, entre guillemets. Donc, notre cession forcée, elle est en redressement judiciaire. Alors, en redressement judiciaire, l'entreprise est en cessation des paiements, les choses vont quand même relativement mal. On peut avoir des moyens assez violents, si je peux me permettre. Là, lorsqu'une probabilité d'insolvabilité existe, donc déjà, on n'est plus en insolvabilité, on n'est pas en cessation des paiements, on est à minima en sauvegarde. Et ça veut dire que si on suit cette directive, si elle aboutit à un vote ou si elle est retenue dans ce cadre-là, eh bien on va avoir un droit des sociétés en difficulté qui s'appliquerait même en prévention et peut-être même qu'en prévention avant même que l'entreprise soit en cessation des paiements, eh bien on pourrait imposer, peut-être pas, en tout cas imposer une modification du capital, imposer une modification du capital à une société in bonis. Et là, vous voyez que c'est tout à fait autre chose que la cession forcée de la loi Macron. Mais nous verrons, on voit bien en tout cas qu'il y a là, me semble-t-il, l'émergence d'un droit spécial des sociétés en difficulté. Mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que le temps s'écoule et nous vous avions dit donc équilibre, recherche d'équilibre, d'articulation avec un droit spécial qui parfois est en recul, on n'a pas toujours compris s'il était en recul ou s'il voulait devenir encore plus spécial, parfois avec la SAS, et un droit des sociétés en difficulté qui émerge. Mais quand on compare également les rapports entre droit spécial et droit commun, ou droit spécial et d'autres droits spéciaux, parce que vous l'avez dit, on l'a dit ce matin, parfois le droit spécial est le droit commun d'un autre droit spécial, mais peu importe. Eh bien, quand on compare ces rapport, on se rend compte qu'il existe aussi assez souvent une attraction extrêmement forte du droit spécial. Vous ne serez pas étonné de voir que nous allons étudier cette attraction du droit spécial en droit de l'insolvabilité. Parce que s'il y a bien un domaine, mais ce n'est pas le seul, qui fait l'objet d'attraction, d'attractivité, d'influence sur les autres branches du droit, c'est le droit de l'insolvabilité. Je le répète, ça n'est pas le seul, il a bien fallu qu'on fasse des choix, évidemment on a fait ce choix-là. Et à l'intérieur du droit de l'insolvabilité, à l'intérieur du droit des procédures collectives, on a recensé deux thématiques, on a choisi deux thématiques qui nous paraissent extrêmement intéressantes. La deuxième, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est droit des sûretés et droit des procédures collectives, où là on voit bien que l'attraction du droit des procédures collectives est forte et de plus en plus forte, pour ne pas dire parfois que le droit des procédures collectives devient
au moins dans l'exécution des sûretés, le droit commun, d'une certaine manière, du droit des sûretés, je suis un peu provocateur, mais avant, on va voir également le problème du bail commercial et des procédures collectives. Parce que là, on est dans une autre problématique. On a deux droits d'ordre public face à face, avec chacun des philosophies extrêmement fortes qui vont s'affronter. Alors, je ne sais pas si on est dans l'attraction ou dans l'équilibre, ou dans l'équilibre ou dans l'attraction, mais Madame le conseiller Aurore Messager, qui est un spécialiste du sujet, va nous répondre et je lui passe la parole.